Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Un retour rapide sur le documentaire en ligne sur Netflix depuis hier intitulé The Greatest Night in Pop, consacré à l'histoire et à la réalisation, à la conception puis la réalisation, l'enregistrement de la chanson We Are the World, sortie début 85 et qui a existé pour venir en aide aux populations d'Afrique et plus particulièrement en Éthiopie, où durant l'année 84, on avait dénombré plus d'1 million de morts par la famine, dont énormément d'enfants. Plusieurs personnes, des artistes principalement, Harry Belafonte, mais aussi Bob Geldof. Alors Bob Geldof, il a été consulté notamment parce qu'il avait accompli un exploit similaire de ce qui allait se produire avec USA for Africa aux États-Unis, mais en Angleterre avec le Band Aid, où pour récolter de l'argent en fait, pour venir en aide aux populations désespérées, il avait regroupé énormément d'artistes avec une chanson voilà, pour cette cause, et ça avait très bien marché. Il y avait Paul McCartney, Phil Collins, David Bowie, George Michael, Sting, Simon Le Bon de Duran Duran, Bono de U2, enfin voilà, et puis d'autres. C'était assez exceptionnel et c'était une première à l'époque. Et Harry Belafonte, qui était un chanteur d'une autre époque, mais qui était devenu surtout extrêmement connu comme activiste militant pour les droits civiques américains, cherchait depuis quelque temps déjà à réunir des artistes extrêmement importants, parmi les plus à la mode dans le monde, mais américains, pour enregistrer une chanson. Et donc avec l'aide et la participation de Quincy Jones, ils vont chercher des artistes à convaincre pour parrainer tout ça et composer cette chanson qui pourrait réunir autant de personnalités. Et ils vont se diriger vers Stevie Wonder et Lionel Richie, mais Stevie Wonder ne va pas être joignable. À défaut de Stevie Wonder, c'est Michael qui va être sollicité et qui va tout de suite accepter de se lancer dans ce projet à fond avec son ami Lionel Richie. Et je vais pas vous résumer le docu parce qu'il est réellement pour moi passionnant, mais je pense que c'est un documentaire qui peut intéresser énormément de gens parce que c'est aussi un regard sur les années 80 unique, vraiment très particulier, qui montre bien une espèce de feu d'artifice de personnalité au sommet des charts et des trucs comme ça. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Et aussi une atmosphère, une ambiance qui est très très bien retranscrite, très bien décrite. On a donc accès à des images folles de cette soirée des Grammys, puisqu'en fait il y avait la cérémonie des Grammys qui était organisée et où étaient présents énormément de célébrités, et Lionel Richie et Quincy Jones s'étaient vite rendu compte que le seul moyen de faire se réunir en fait autant de méga stars qui ont des agendas ingérables, etc., c'est de les choper à un moment où elles sont déjà en fait réunies. Et donc il va y avoir ce plan secret, de faire venir toutes ces vedettes en studio à Los Angeles juste après la cérémonie pour passer toute la nuit à travailler sur l'enregistrement de cette chanson. Et c'est ça qu'on va suivre. Et c'est super émouvant, enrichissant et quelque part un peu galvanisant. Parce que ouais, il y a cette énergie de ouf. Et j'ai trouvé le documentaire remarquablement équilibré dans la mesure où on suit ça au début presque comme un film, quoi. Je sais pas comment dire, l'intrigue. D'abord, on rit beaucoup. Il y a des moments où on est un peu ému et on est beaucoup fasciné parce que on est comme une petite souris. On est dans ce studio au milieu de toutes ces personnalités gigantesques. Alors il y en a qui ont évidemment moins tenu dans le temps, donc je pense que par exemple un jeune de 20 piges ou je sais pas quoi, aujourd'hui il va regarder, il y en a quelques-unes, il va avoir la moindre idée de qui c'était, je pense. Mais c'est pas très grave parce que d'abord on passe quand même en revue un peu les plus gros participants et voilà, on rappelle un peu justement ce qu'ils représentaient à cette époque-là, et parce que ça montre bien quand même certains comportements, certaines fragilités, notamment à la fin de la nuit où tout le monde commence à être passablement irritable et fatigué, développé, montré en alternance avec des témoignages que j'ai trouvé absolument parfaits de Lionel Richie, le principal intéressé, enfin un des principaux intéressés, et que je connais très mal parce que je connais le chanteur, tout ça. Humainement, à chaque fois que j'en ai entendu parler, c'était vraiment bien, donc bon, je me disais que c'était un type cool, mais là il a vraiment une façon de
de rendre hommage à tous ces gens, de parler de sa propre passion. Il m'a vachement ému et j'ai vu vraiment une super belle personne. J'ai encore mieux compris pourquoi, voilà, depuis même la jeunesse de Michael avec les Jackson 5, ça avait toujours été une personne en qui il avait eu une grande confiance, un vrai ami. Voilà, lui, c'est merveilleux, quoi, vraiment. L'écouter, c'est passionnant et il est drôle par moments, vraiment. Et surtout, il est très pertinent. Il a des remarques extrêmement justes sur énormément de choses. Et on a aussi des interventions vraiment géniales de Bruce Springsteen et d'autres personnalités que j'ai trouvées un peu moins intéressantes. Mais bon, voilà, quoi. Donc, on va suivre des gens aussi différents les uns des autres que Tina Turner, donc Stevie Wonder, Hall & Oates. Alors là, moi j'étais, enfin voilà, un groupe que j'adore et dont je vous parle régulièrement. Steve Perry, le chanteur de Journey, vraiment un des plus grands groupes américains de pop rock. Dont vous connaissez plein de chansons, mais vous savez peut-être pas que c'est de Journey, quoi. Huey Lewis and the News, donc pour les plus jeunes, notamment la chanson de Back to the Future, mais énormément d'autres tubes dans les années 80. Kenny Loggins, qui est très drôle d'ailleurs, et qui témoigne également. Voilà, non mais plein d'autres en fait. Enfin, c'est vraiment très spectaculaire. Et de la conception, c'est-à-dire de l'écriture vraiment de la chanson We Are the World, où là je vous dis rien parce que c'est vraiment... Même moi j'ai appris des trucs, quoi. Bon, pas grand chose, mais j'ai appris des petits trucs et chaque petit truc appris, c'est génial pour moi. Sur voilà la façon dont a été écrite la chanson de We Are the World par Michael Jackson, donc avec Lionel Richie, et Lionel Richie, voilà, qui raconte ses souvenirs de sessions et aussi surtout un peu leur inconscience au début, leur confiance injustifiée, j'ai envie de dire. Et le moment où Quincy Jones sonne la fin de la récré, c'est à hurler de rire. Et en même temps, c'est extrêmement spectaculaire de se rendre compte que avec un timing du coup extrêmement limité, ils ont accouché de ça, quoi. Voilà. La chanson en elle-même, et comme le dit très justement Bruce Springsteen, c'est pas vraiment le problème de savoir est-ce qu'elle est extraordinairement originale, extraordinairement inspirée, ou j'en sais rien. Le but de cette chanson, c'était qu'elle fédère, qu'elle soit fédératrice. Et d'ailleurs, Lionel Richie l'explique très bien également comment, avec Michael, ils ont travaillé, dans quelle optique ils ont travaillé. Et que le but, c'était pas faisons une super chanson de carte blanche. Non, il fallait faire une chanson avec énormément de difficultés dans les exigences, évidemment. Parce que c'était une chanson qu'elle allait être chantée, enfin, qu'elle allait être fragmentée, en fait. Pour que des dizaines de personnalités aux voix différentes l'interprète ensemble, c'est complètement fou, et aussi pour que le refrain soit un hymne. Enfin voilà, c'est super bien expliqué, mais c'est fascinant. Enfin, quand en plus on s'intéresse à la composition, à la musique, tout. Enfin voilà, comme moi, c'est du pain béni, parce qu'on parle de musique, on parle de créativité, on parle de sensibilité aussi artistique différente. C'est extrêmement intéressant. Et aussi, ce que j'adore, c'est les moments où ces gens-là qui ont l'habitude en fait qu'on leur déroule le tapis rouge, etc., se retrouvent avec un peu des challenges émotionnels. Il y a un ou deux moments par exemple où Quincy Jones est obligé un peu de faire le prof, quoi, et c'est super intéressant de voir les images, parce qu'une fois de plus, comme je le dis, c'est un documentaire, mais moi j'ai halluciné sur la quantité d'images inédites qu'on a. C'est fou. Moi j'avais vu des petits bouts, mais là c'est incroyable, open bar, quoi. Et alors les fans de Michael, vous êtes pas prêts, quoi. Enfin moi j'ai franchement vers la fin j'avais la gorge nouée. C'était très compliqué parce que on voit énormément Michael et on le voit complètement détendu au privé. Enfin, c'est des images qui étaient pas censées. Ça servait juste en fait pour monter un clip, mais en fait les mecs ont tourné en permanence, quoi. On le voit détendu dans des conditions uniques, c'est magique, vraiment c'est magique, parce qu'en plus il était au sommet de tout. Moi ce qui m'a aussi fait plaisir, elle m'a pas surpris du coup, mais c'était précieux de voir de nouvelles images de Michael qui écoute, qui plaisante. Il est quand même incroyablement gentil, enfin il est vraiment super doux, attentif, ouvert. Enfin, l'anecdote de Huey Lewis qui à un moment fait une suggestion un peu téméraire et où immédiatement Michael qui est juste à côté de lui dit putain c'est une super idée ça. Enfin la générosité, le fait que voilà, comme il le dit en plus, il dit à ce degré de star comme on était, enfin tous, il y en a beaucoup qui en fait ne supporteraient pas qu'on suggère quelque chose qui va modifier leur création ou leur quelque chose comme ça. Et voilà, il disait là Michael c'était pas ça du tout, quoi. Et voilà, alors moi je le sais, mais parfois c'est dur à croire, et là c'était beau de le constater avec un exemple comme ça. Il y a d'autres exemples super
drôle et beau. Il y a des anecdotes avec Diana Ross, enfin oui, parce qu'il y a Diana Ross aussi, j'ai oublié de le dire. C'était merveilleux, merveilleux. Genre, voilà, on bafouille, laisse une vidéo un petit peu fanboy, quoi. Et parce qu'en plus, sincèrement, je ne soupçonnais pas que ce serait aussi bien fichu et aussi important. En fait, je pensais que ce serait voilà, un docu, parce que c'est la mode des docus, et que là, bah, voilà, un sujet qui sort comme ça. Après, visiblement, des gens qui avaient vu celui qui avait fait le réal sur Bruce Lee, voilà, eux, ils avaient compris que ça allait pas rigoler, quoi, que ça allait être un truc majeur. Et ouais, c'est hallucinant. Donc, énorme claque, ça va être dans les meilleurs docus de l'année. Je vois mal comment ça pourrait en être autrement. Bah, il ne sera pas le seul, bien sûr, mais il y sera. Parce que moi, je compte le revoir, par exemple, maintenant que je sais ce que c'est. Parce que c'est incroyable, c'est incroyable. Et pour conclure, impossible de ne pas parler de Prince, bien sûr, qui est le grand absent avec Madonna des stars américaines, parce que c'était focalisé là-dessus, de cet enregistrement. Alors Madonna, c'est incroyable, puisqu'en fait on apprend qu'elle a été tout simplement évincée. En fait, pour une raison que j'ignore, il ne voulait pas à la fois Cyndi Lauper et Madonna. Et la personne qui était un peu décisionnaire dans ce projet de casting, etc., a dit non, mais moi je préfère Cyndi Lauper, que pas de Madonna, ce qui est bien dommage. Et bon, Prince avait été sollicité, voilà, pas intéressé, mais on sait tous, hein, voilà. Mais bon, là, voilà, on a Sheila E. qui a été sa percussionniste pendant de longues années et qui était en train d'ailleurs à ce moment-là de percer en solo. Ça n'a pas duré, hein, mais bon, elle était un peu à la mode, etc. Elle a même remporté, je crois, un Grammy, en tout cas pour son premier disque, qui raconte, hein, d'ailleurs elle témoigne également, c'est très intéressant, que bon, bah voilà, donc, voilà, il y en avait rien à battre, enfin il ne voulait pas, de toute façon, voilà, c'était Prince. Après, c'est vrai que ça aurait été un peu bizarre, dissonant, j'ai envie de dire, de voir Prince se mêler à toutes ces personnalités, pardon, mais il aurait pu faire une exception, et comme le dit très justement, je sais plus quel intervenant, ça aurait été très fort comme geste si Prince avait dit oui. Alors, il a dit oui en réalité, mais avec des conditions qui rendaient le truc inintéressant possible. Donc en fait, il avait dit oui pour participer à cette chanson, mais non pas en chantant avec tout le monde, ce qui en faisait la force en fait. Mais bon, lui voulait bien composer un solo de guitare un autre jour, dans son coin, sans croiser personne, parce qu'il n'y avait vraiment aucun intérêt. En plus, c'était pas une chanson à solo de guitare, enfin, c'était pas possible. Donc bon, ça c'était mort. Puis au final, donc, comme vu qu'il va y avoir un album suite au triomphe planétaire, hein, du single, il va y avoir un album où on va avoir des inédits de Bruce Springsteen d'ailleurs, depuis d'autres artistes. Il va donner la chanson For the Tears in Your Eyes, voilà, une version d'ailleurs, parce qu'en fait, par la suite, il y aura une autre version très différente qui sera commercialisée. Enfin, c'est une chanson moi que j'aime moyennement. Elle n'est pas mauvaise, c'est pas extraordinaire. Donc, et d'ailleurs, sincèrement, tout le monde l'a oublié. Enfin, elle n'a eu aucun impact. Enfin, ça ne s'est rien passé du tout. En fait, limite, il n'aurait pas donné de chanson, ça n'aurait rien changé à la carrière de l'album We Are the World, quoi. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis parti pour la nuit en fait, à papoter. Foncez, sincèrement. Même si vous êtes évidemment pas de cette génération, pas forcément fan des personnalités dont il est question. Enfin, moi je recommanderais quand même de tenter votre chance parce que c'est tellement bien ficelé qu'en fait, au début, tu te dis juste, mais c'était fou quoi, c'était complètement fou et c'est drôle. En fait, il t'accroche aussi par l'aventure, c'est une aventure de dingue. Donc voilà, et puis si comme moi, voilà, vous avez vécu cette période-là, hein, moi 84, j'avais 12 ans, j'étais en plein dedans, bah vous n'êtes pas à l'abri de verser quelques larmes. Sincèrement, à la fin, j'avais vraiment la gorge nouée, parce qu'en plus, ils se mettent tous à chialer, enfin, mais très dignement, mais on parle des larmes de Diana Ross à la toute fin qui voulait pas que ça se termine, et je la comprends tellement, parce que moi-même, je voulais pas que ça se termine. Toutes ces images, ces anecdotes, c'était drôle et tout, d'être avec eux en fait, en immersion totale. J'avais un petit coup de blues quand le docu s'est fini, vraiment. Hein. Et l'émotion très belle, très pudique de Lionel Richie à la toute fin, et sa phrase, il a une phrase sur cette nuit-là qui est boum, ah, ça m'a vraiment ému, il m'a beaucoup ému aussi ce docu. Et alors, comme je disais tout à l'heure, mais vous allez voir énormément de Michael inédit quoi. C'est des tout petits flashs, mais il y en a beaucoup. Et surtout, vous avez du coup la sensation d'avoir passé 1h30 dans une pièce avec lui, qui est cool, qui est au naturel. Et c'est un cadeau. Honnêtement, moi, j'ai plus...
J'ai l'impression d'avoir plus découvert Michael avec ce truc-là qu'avec le docu qu'on a eu voilà, il y a quelques semaines, et que pourtant j'ai un peu défendu parce qu'il y a beaucoup de choses très très chouettes dans ce docu-là, mais il est destiné surtout pour moi à des gens qui n'ont pas, voilà, qui connaissent pas vraiment. Là, c'est autre chose. Je pense que les fans hardcore de Michael, qui ont un peu tout vu, tout entendu, etc. Là, il y a quand même beaucoup de choses qu'on découvre, et surtout réunies comme ça sur une heure, plus d'une heure, ça donne une sensation assez unique. Donc voilà, grosse reco. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.